inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions de morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 morts. Des milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop, c'est trop. Il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibajiankupana, Wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi la police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. Les forces armées de la République démocratique du Congo gagnent du terrain face à l'armée rwandaise sous couvert du M23. Les FARDC les poursuivent dans le parc de Virunga après les avoir chassés de Kibumba dans la province du Nord Kivu. Vous écouterez à ce sujet le porte-parole de la 34e région militaire. La République démocratique du Congo fait face à une agression qui cause d'énormes pertes en vies humaines, des populations déplacées et plusieurs autres dégâts face à des M23 et des militaires rwandais avec des armes sophistiquées. L'armée congolaise doit avoir les moyens de se défendre efficacement, clame Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Il invite les Nations Unies à s'assumer devant cet embargo imposé à la RDC sur les achats d'armes. Uhuru Kenyatta, ancien président kényan, facilitateur pour les accords de Nairobi, est à Kinshasa depuis dimanche. Ce lundi, il a entamé des consultations avec les représentants des communautés du Nord Kivu et de l'Ituri, des forces vives et des animateurs des institutions. Merci de nous retrouver pour vous informer. Bienvenue sur Digital Congo. Nous allons commencer cette édition du journal avec des très bonnes nouvelles en provenance du front où sont engagées les forces armées de la République démocratique du Congo contre l'armée rwandaise sous couvert du M23. Eh bien, les FARDC les ont chassés du Kibumba et en cet instant, l'armée congolaise est en train de les poursuivre dans le parc Virunga. Les forces armées de la République démocratique du Congo affirment
affirme avoir infligé d'énormes pertes en vies humaines à l'ennemi ainsi que des dégâts matériels militaires importants. La confirmation a été apportée par le porte-parole de la 34e région militaire des FARDC, le colonel Guillaume Ndjike Kaiko. Il s'est exprimé au micro de notre permanent dans la province du Nord Kivu, Mao Zigabe. L'armée rwandaise et ses alliés du M23 ne cessent chaque jour qui passe de lancer des assauts sur nos différentes positions qui se trouvent à Kibumba. Alors, hier, dimanche 13, ils ont encore une fois de plus osé attaquer une de nos positions et ils ont fait face, n'est-ce pas, à la puissance des faits des forces armées de la République démocratique du Congo. Surtout que le moral des militaires était boosté du fait de la présence du commandant second de la 3e zone de défense chargé des opérations, le général Kiamasa Mutupeke. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Donc, soyez rassurés et surtout, ce message s'adresse à notre population, qu'elle soit rassurée, que son armée n'abandonnera rien tant qu'un centimètre de la République démocratique du Congo sera occupé par les agresseurs rwandais. Et ces forces armées de la République démocratique du Congo, engagées sur le front contre l'armée rwandaise sous couvert du M23, ont besoin de soutien de tout le monde. C'est dans ce cadre que la fondation Jojo Mandiki Mampata a remis des dons à vivre et non-vivre destinés à l'armée congolaise, réceptionnés par le commandant de la 34e région militaire, le général-major Pezo Bruno, qui a indiqué que l'armée en a besoin. Le soutien de tout le monde est vivement attendu. Mao Zigabe, une fois de plus. Au nom de l'homme au grand cœur, c'est en signe d'encouragement que les membres de la fondation Jojo Mandiki Mapata sont allés remettre des produits vivriers aux militaires FARDC engagés au front contre les rebelles du M23. Les lots a été réceptionné par les commandants de la 34e région militaire, le général-major Mpezo Brino. Il a remercié les bienfaiteurs pour ce geste d'amour à l'égard des forces loyalistes. Merci beaucoup Jojo, donc na sepeli mingi na geste bosali et vraiment je crois que kosepeli ça pinga na bino, c'est vraiment un geste très louable et c'est ce que nous attendons. Les soutiens, ne fût-ce que tant que tu as soutenu, ça donne du courage. Au lieu de critiquer nous, c'est-à-dire ce qu'on attend de vous, c'est le soutien total et ça encourage votre armée. Bankulu Mukulu Di Moufalme, coordonnateur national de la fondation Jojo Mandiki Mapata, a par cette occasion expliqué l'essence du geste philanthropique posé au profit de FARDC. Congolais nyonso toza na souci ya kimia, c'est-à-dire bandeko na biso bazobundela ekolo na zamba kuna toza de cœur na bango, nous sommes de cœur avec eux. Président Jojo Mandiki, en tant que mécène congolais, en tant que l'homme au grand cœur, il a voulu apporter ne fût-ce que de l'eau, les sardines et le biscuit pour nos frères militaires qui sont au front. Donc, encore une fois, merci et courage mon général. Je pense que votre détermination fera toujours l'honneur de cette grande nation. Après ces dons de la fondation Jojo Mandiki Mapata, les commandants de la 34e région militaire appellent les autres compatriotes à emboîter le pas pour que le pays gagne la guerre et gagne au même moment la paix. Il a appelé la jeunesse à appuyer les FARDC pour le bien de tout le pays. Et soutien toujours aux forces armées de la République démocratique du Congo. Le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Mutinga, a organisé un point de presse ce lundi à Kinshasa. Il a invité tout le monde à répondre à l'appel lancé par le chef de l'État à la mobilisation générale. Cet appel peut également se traduire par l'organisation des manifestations, mais également des soutiens aux forces armées de la République démocratique du Congo par des marches.
Les forces armées de la République démocratique du Congo engagées au front ont besoin du soutien de toute la nation. Voilà pourquoi la campagne nationale de solidarité que doit organiser le gouvernement congolais va porter sur la solidarité nationale et la mobilisation générale pour la patrie. Devant la presse, ce lundi 14 novembre, Modeste Mutinga Motwichai, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, est revenu sur l'objectif de cette campagne. Cette volonté politique du président de la République, soutenue par le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, vise à mobiliser des ressources suffisantes afin d'apporter une assistance humanitaire conséquente et assurer le relèvement socio-économique des 500 000 ménages représentant les déplacés internes à la suite des conflits armés dans la province du Nord Kivu, dans celle de l'Ituri et dans l'espèce du Grand Bandundu. Elle vise par ailleurs à participer à l'effort de la mobilisation de la jeunesse dans le cadre du soutien et de l'accompagnement de FARDC afin de renforcer la cohésion nationale. Cette campagne vise enfin à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à sensibiliser la population à la culture de la solidarité nationale et de la paix. L'heure est venue de répondre à l'appel du chef de l'État en vue de matérialiser les nombreuses manifestations, déclarations politiques et autres marches de soutien au FARDC pour la défense de la patrie. Il faut noter que le lancement officiel de cette campagne par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge interviendra le 3 décembre prochain au cours d'un téléthon. Modeste Mutinga, que vous venez de suivre, a aussi insisté sur des déclarations politiques qui peuvent aussi accompagner ce soutien aux forces armées. Et les manifestations de soutien à l'armée congolaise engagée au front contre l'armée rwandaise sous couvert du M23 se multiplient à Kinshasa. Adel Kayinda, ministre du portefeuille, aux côtés de quelques confessions religieuses, a aussi organisé sa marche pour dénoncer le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise de la RDC. Kevin Wami, Bijou Idi Kalemo. L'appel à la mobilisation lancé par le chef de l'État a été bien accueilli chez les jeunes. Ceux de l'église du Christ au Congo, avec à la tête Madame Adel Kayinda, ont marché pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et dénoncer les silences des Nations Unies face à l'agression rwandaise. Banderoles et calico en main et chant des victoires, c'est une foule compacte qui a quitté la place du Centenaire, lieu du départ, en passant par le boulevard Triomphal, Willery, destination le siège des Nations Unies, situé sur le boulevard du 30 juin, en face de la Régie des eaux, pour y déposer leur mémo. Arrivés au croisement de l'avenue Willery, boulevard du 30 juin, les marcheurs se sont vus interceptés par la police pour ne permettre qu'à une petite délégation d'atteindre le bâtiment des Nations Unies. Madame Adel Kayinda, initiatrice de la marche, s'est exprimée en ce terme. Que les agresseurs procède au retrait immédiat de nos territoires. Que la paix puisse régner et que nous demandons aux Nations Unies de laisser notre chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui travaille dans la paix. Le révérend Quim a indiqué que l'Église a aussi une mission. Nous avons fait notre travail, marché avec tous ces chrétiens que vous avez vu, toute cette foule, déposer les mémos au siège des Nations Unies pour que les Nations Unies, que nous croyons être complices, parce qu'il y a l'embargo des armes, c'est l'un des points qui est soulevé dans les mémos, que les Nations Unies puissent libérer les armes, que les armes viennent dans notre pays, en République démocratique du Congo, non seulement la levée de l'embargo des armes, mais aussi mettre fin à la complicité que nous voyons au sein des Nations Unies. Le mémo a été déposé dans le calme et nous osons croire que les cris des Congolais ont été entendus.
À Kikwit également, ce lundi, dans la province de Kwilu, les forces vives étaient dans les rues pour marcher et manifester leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, engagées au front contre les terroristes du M23 et leurs alliés, l'armée rwandaise. L'initiative à Kikwit et du maire adjoint de cette ville de la province de Kwilu, Bénédicte Ndembe. Cette marche de soutien au FARDC avait pour point de départ le Stèle Kazamba en passant par le Grand Marché pour chuter à la tribune du Comte Singa dans la commune de Lukolela. Au rythme des fanfares, les manifestants scandaient des chansons de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, surtout ceux qui sont au front dans la partie est de la RDC pour défendre l'intégrité du territoire national. Le maire adjoint de la ville de Kikwit, Pierre Mouleoula, a exhorté les habitants de cette partie du pays à se ranger derrière les forces loyalistes afin de faire échec aux terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Notre mobile était de soutenir le FARDC contre le troupe de M23 soutenu par le Rwanda. Kikwit a dit non à la balkanisation, à l'agression étrangère. Cette complicité-là. Kikwit, bien entendu, soutient les actions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la lutte qui est pour la sécurité de ce pays et de la ville de Kikwit. Kikwitois, tous se mobilisent. Acteurs politiques, membres de la société civile, tous ont répondu présents à cet appel et même les activités socio-économiques ont tourné au ralenti. Cette marche de soutien au FARDC avait pour point de départ le Stèle Kazamba en passant par le Grand Marché pour chuter à la tribune du Comte Singa dans la commune de Lukolela. Au rythme des fanfares, les manifestants scandaient des chansons de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, surtout ceux qui sont au front dans la partie est de la RDC pour défendre l'intégrité du territoire national. Le maire adjoint de la ville de Kikwit, Pierre Mouleoula, a exhorté les habitants de cette partie du pays à se ranger derrière les forces loyalistes afin de faire échec aux terroristes du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Notre mobile était de soutenir le FARDC contre le troupe de M23 soutenu par le Rwanda. Kikwit a dit non à la balkanisation, à l'agression étrangère. Cette complicité-là. Kikwit, bien entendu, soutient les actions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la lutte qui est pour la sécurité de ce pays et de la ville de Kikwit. Kikwitois, tous se mobilisent. Acteurs politiques, membres de la société civile, tous ont répondu présents à cet appel et même les activités socio-économiques ont tourné au ralenti. Nous vous l'avons dit en titre, la République démocratique du Congo ne peut pas demeurer sous occupation rwandaise à travers les terroristes du M23 qui ont des armes sophistiquées. D'ailleurs, même les Nations Unies les reconnaissent. Le secrétaire général des Nations Unies l'avait clairement déclaré, sans que cette République démocratique du Congo ne puisse avoir la possibilité de se fournir des armes en vue de se protéger. C'est en bref la réaction du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, à propos des règles imposées à la RDC pour se procurer des armes. Une manière de dire tout simplement à propos de cet embargo imposé à la République démocratique du Congo en matière d'achat d'armes. Christophe Lutundula, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, l'a dit au cours d'un point de presse tenu le week-end dernier à Kinshasa. Alain Lumumba. Ou bien les Nations Unies savent assumer leurs responsabilités, ou ils ne le savent pas. Donc, ce que nous demandons et ce que nous attendons, c'est que cette histoire d'embargo qui ne dit pas son nom, qu'on appelle déclaration, même faite par ceux qui nous vendent, nous n'en voulons plus. Et le peuple congolais qui m'attend, avec le chef de l'État devant nous comme commandant suprême de forces armées, considère que c'est une injustice inadmissible. Inadmissible, et nous demandons aux Nations Unies de lever carrément cette hypothèque. Nous ne sommes pas un pays interdit, un État voyou, je ne sais pas qui agresse, non, pas du tout. Il n'y a aucune raison objective aujourd'hui qui fasse qu'on nous maintienne dans une situation d'un pays sur lequel pèse une hypothèque de méfiance. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas de la théorie. Il y a des banques
des transporteurs, et même ceux qui fabriquent des armes, qui ne veulent pas traiter avec nous parce qu'on dit oui, il y a les Nations Unies, vous êtes sur la liste noire. Le monde de commerçants, de marchands d'armes et tout, il est frileux. Personne ne veut avoir de problème avec les Nations Unies. Et il y a un cas qui se produit maintenant au moment où je vous parle. Je ne vais pas donner de détails. Au moment où je vous parle, nous sommes dans cette situation-là où ce qui a été acheté ailleurs, le matériel militaire, venait vers ici, mais en cours de route, le transporteur a dit non, ça ne peut pas arriver en RDC. Alors c'est pour ça que nous disons au Conseil de sécurité ceci. Ce que nous disons au comité de sanctions qui est ici, non seulement que c'est une hypothèque réelle, ne fût-ce que psychologique, mais aussi c'est une injustice flagrante qui constitue pour nous, Congolais, un soutien à ceux qui nous combattent. Alors, regardez le raisonnement. Celui qui nous combat, l'M23, il a des gens qui lui donnent des armes qui sont achetées à travers le monde sans déclaration, sans quoi que ce soit, pour nous combattre. Et à nous, on dit non, si on doit vous vendre ça, on doit déclarer. Est-ce que ce n'était pas une façon de nous affaiblir? Christophe Lutundula, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, que vous venez de suivre là, qui a même invité la communauté internationale, les Nations Unies, à s'assumer face à ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Et l'une des voies de sortie de crise dans la région des Grands Lacs, c'est aussi le processus de Nairobi. Eh bien, le facilitateur et ancien président en Kenya, Uhuru Kenyatta, est arrivé à Kinshasa hier dimanche. Il a été accueilli par le chef de l'État avec lui. Il a eu quelques entretiens. Eh bien, ce lundi, Uhuru Kenyatta a débuté des consultations avec les communautés des provinces du Nord Kivu, suivi de l'Ituri et de la province du Sud du Kivu. Uhuru Kenyatta s'est aussi entretenu avec les présidents, les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'ancien président kenyan et facilitateur pour le processus de Nairobi a aussi rencontré quelques ambassadeurs et des membres du corps diplomatique régulièrement accrédité en République démocratique du Congo. Son programme a prévu un débriefing avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la fin de la journée avant son départ à travers l'aéroport international de Njili. Le Sénat de la République démocratique du Congo a voté en seconde lecture pour unième prolongation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. C'était après avoir relevé plusieurs ambiguïtés en ce qui concerne la problématique de l'embargo imposé à la République démocratique du Congo pour l'achat des armes. 5 autres projets de loi de ratification concernant des financements de quelques projets ont également été votés. Le tout dans ce reportage que nous signe Lisette Kenga Kelekelo. Sur 77 sénateurs ayant pris part à la plénière, 73 ont voté pour la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. 2 ont voté contre et 3 ont voté abstention. Au cours du débat général, les sénateurs ont fustigé la position ambiguë affichée par la communauté internationale face à l'agression de la RDC par le Rwanda et concernant la restriction imposée à la RDC pour ses besoins d'acquisition d'armes et des munitions de guerre, ainsi que d'autres matériels militaires. Ceux-ci, en ce qui concerne la RDC, doivent passer par le régime de notification, allusion faite à l'avion transportant les matériels militaires cloués au sol en France. Pourquoi uniquement pour la RDC? C'est sur le joint ce que j'ai toujours dit, que nous sommes l'objet d'un complot international et total. Et ça doit nous interpeller pour que nous-mêmes, nous puissions nous prendre en charge. La journaliste Colette Brackman a écrit et rappelé ce que nous sommes censés tous connaître. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes.
Il faut noter qu'au cours de la même plénière, les sénateurs ont également voté à l'unanimité 5 projets de loi de ratification présentés par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. Ces projets de loi font bénéficier à la RDC un accord de prêt auprès de certaines institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Nicolas Kazadi a peu avant le vote répondu aux préoccupations soulevées par des sénateurs lors du débat général sur les critères de sélection des provinces bénéficiaires de ces projets de développement. Le ministre a rassuré les élus des élus en précisant que le choix porté sur certaines provinces répond à la volonté de développer toutes les provinces, car ce processus est continuel en commun accord avec les bailleurs de fonds. Retour à l'est de la République démocratique du Congo pour parler cette fois-ci d'éducation. Eh bien, les enseignants des écoles primaires publiques de la ville de Béni ont manifesté ce lundi. Ils étaient devant la banque Equity BCDC pour réclamer le paiement de leurs primes de la gratuité ainsi que les frais de fonctionnement de leur école respective. Mervedi Calmer. Ces enseignants ont passé la majeure partie de l'avant-midi de ce lundi devant la banque Equity BCDC, agence de Béni. Là, ils scandaient des chansons réclamant leurs primes et frais de fonctionnement pour le compte du mois de septembre et octobre 2022. C'est d'ailleurs celle-là, la réclamation contenue dans leur mémorandum qu'ils ont lu sur place et qui a été ensuite déposée à la mairie de Béni. Nous venons de traverser 2 mois de calvaire orchestrés par votre gestion chaotique ne permet pas l'avancement des gratuités de l'enseignement primaire, pourtant prôné par le chef de l'État et accompagné par tous les acteurs de l'éducation. Pour ce faire, nous voulons notre prime et le frais de fonctionnement bureau de nos écoles pour le mois de septembre et octobre 2022. Très bien. Si leurs revendications ne trouvent pas gain de cause, ces enseignants menacent de suspendre les prestations et exiger qu'ils soient transférés vers une autre banque. Toutes nos tentatives pour entrer en contact avec le responsable de Equity Bank, agence de Béni, n'ont pas abouti. C'est le 14 novembre, ce lundi, et en cette date, le monde célèbre la journée mondiale du diabète avec pour thème cette année accès aux soins du diabète, éduquer pour protéger l'avenir. La rédaction de Digital Congo est allée à la rencontre du docteur Papi Mfoulou qui a indiqué que le diabète est une maladie évitable à condition de prendre quelques précautions, notamment faire du sport, une bonne alimentation et aussi un dépistage précoce. Julinda et Papi Boaboui. Au moins une personne meurt du diabète toutes les 8 secondes à travers le monde entier. Des statistiques présentées par la Fédération internationale du diabète ainsi que l'Organisation mondiale de la santé en marge de la célébration de la journée mondiale du diabète commémorée tout le 14 novembre de chaque année. D'après le docteur Papi Mfoulou, médecin dans une clinique de la place, le diabète est une maladie caractérisée par l'augmentation du taux du sucre dans le sang et cela au-delà des valeurs normales. Il évoque les différentes causes de cette maladie non transmissible. C'est plus le mode de vie, le changement du mode de vie. Pour nous, surtout ici, l'adoption d'un mode de vie du type occidental crée un désordre que l'organisme ne sait pas supporter et au final, cela va aboutir au diabète. Certains facteurs prédisposent certaines personnes à faire le diabète. Les études ont montré que 95 personnes qui font le diabète, il n'y a aucun antécédent, aucune hérédité de diabète dans leur famille. Mais quand vous examinez le mode de vie de ces personnes-là, vous allez remarquer que dans leur alimentation, un mode de vie trop sédentaire et d'autres facteurs-là associés, ces gens-là se sont créés les facteurs qui ont fait qu'ils développent un diabète. Par ailleurs, il propose quelques mesures préventives. Avoir un mode de vie sain, éviter les modes de vie sédentaires, éviter une alimentation artificielle et avoir un horaire régulier de repas, avoir une activité physique permanente, régulière, et puis au moins une fois l'année, faire les contrôles de ces paramètres lipidiques, notamment la glycémie, l'hémoglobine glycosylée, les C-peptides,
et prendre des mesures appropriées. En République démocratique du Congo, environ 10,5% d'adultes souffrent du diabète. Commémoré sous le thème « Accès aux soins du diabète, éduquer pour protéger l'avenir », cette journée a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2006. La Fédération des entreprises du Congo, FEC, groupement du Maniema, a organisé son assemblée générale élective à Kindu. Le week-end, un nouveau comité a été élu et installé. Il sera composé de 4 membres. À vivre ici avec Grace Mbambi Wambambi. Ce comité de 4 personnes a été élu à l'issue de la première réunion tenue par le Conseil provincial de la Fédération des entreprises du Congo, groupement du Maniema. Ainsi donc, Lungi Ungu Emile a été réélu président de la FEC Maniema. Celui-ci sera secondé par 3 vice-présidents. Puis avant de reprendre officiellement ses fonctions, le président élu a promis de travailler d'arrache-pied pour l'intérêt supérieur des opérateurs économiques du Maniema. À l'occasion, le nouveau deuxième vice-président de la FEC Maniema, Babou Azaboula, a donné ses impressions. Le premier sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, un sentiment de responsabilité qui nous a été confié ce soir par tous les commerçants du Maniema. Donc c'est vraiment un sentiment de responsabilité que nous avons auprès de nos votants. Ce que nous allons leur promettre, c'est peut-être 2-3 choses. La première des choses, c'est la FEC, c'est un syndicat. Nous allons leur prouver que nous avons été élus pour le bien de ces commerçants-là. Donc nous allons mener des actions syndicales en faveur de nos membres. C'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est notre disponibilité, parce qu'il faut être disponible en fait, pour réaliser ces actions syndicales-là. C'est pas seulement au Maniema, c'est partout où ils auront besoin de nous. Notez que le nouveau comité de la FEC, groupement du Maniema, a été élu pour un mandat de 3 ans. De l'autre côté du fleuve au Congo-Brazzaville, Kalissa Ikama, 15 ans après, quel héritage? C'est sous ces thèmes qu'ont été commémorés les 15 ans de la disparition de Victoria Kalissa Ikama, la plus jeune écrivain de la République du Congo. Commémoration intervenue à Brazzaville le 11 novembre dernier sous la direction de la fondation qui porte son nom, Kalissa Ikama. Plusieurs activités ont été organisées, parmi lesquelles la première édition du duel amical de lecture relais entre les élèves ainsi que le concours de rédaction du meilleur article sur l'héritage de Kalissa Ikama. Reportage depuis Brazzaville, Guy Blaise Seydou. Les festivités marquant les 15 ans de la disparition de la plus jeune écrivaine de la République du Congo, Victoria Kalissa Ikama, ont vécu. Certaines écoles privées de la place, dont le choix a été porté par la fondation Kalissa Ikama, ont pu apporter leur pierre à l'édifice en participant au jeu concours de challenge qui leur a mis aux prises, à savoir le championnat national de lecture relais. L'école Camara Lai et Joseph Perfection ont montré de quoi elles étaient capables dans cette rude preuve de lecture. Au finish, le résultat d'après l'arbitre a donné ex aequo les 2 écoles dont chacune a pu avoir une coupe. Réagissant à notre micro, les représentants des 2 établissements dénoncent le non-respect du règlement par les organisateurs dont la compétition devait être soldée par un vainqueur. Dans toute compétition, il y a un vainqueur et le vaincu. Ça ne m'a pas plu. Parce que nous tous, nous avons bien lu, nous avons bien respecté les règles du jeu. Ils doivent être unis et que leur décision ne soit pas l'autre dit oui et l'autre dit non. Outre le duel amical de lecture relais, il y a eu le concours de la rédaction d'un article intéressant sur le thème de la commémoration des élèves des écoles et Mathieu et le groupe scolaire Tétélestaï sous fond d'encadrement des journalistes professionnels. Yolande Ketabongi, présidente de la fondation Kalissa Ikama, n'a pas tari d'arguments. La réussite sans fin, c'est l'histoire. C'est ce que vous avez vécu et c'est ce que vous transmettez aux autres pour que les autres s'accrochent à votre image et qui continuent une œuvre comme ce que vous faites aujourd'hui en suivant l'exemple de Kalissa. Et aujourd'hui, si elle était encore parmi nous dans ce monde, on ne sait pas ce qu'elle allait éclore tout le long de sa vie.
Ce duel de lecture relais a été précédé par des séances d'entrônement. Cette 15e commémoration s'est tenue sous le thème Kalissa Ikama 15 ans après, quel héritage? Né le 8 juillet 1992, Kalissa Ikama est décédée le 11 novembre 2007 par la maladie du cancer. Elle a publié en 2005 le roman Le Triomphe de Magali et acheva le manuscrit de son deuxième ouvrage intitulé Le revers nos épis. Et dans le même registre, une note noire dans cette édition du journal, le décès d'un baobab de la pensée africaine, Jean-Philippe Kalala, au Montoundé Sététance, lundi. Il lègue à l'univers de la lecture des livres indispensables et des millions d'esprits qu'il a contribué à éveiller, reconnaissent les amoureux de la lecture. Paix à son âme. Au diocèse de Kengue, dans le Grand Bandundu, l'abbé Charles Kapende a totalisé 50 ans de vie sacerdotale. Eh bien, une messe d'action de grâce a été organisée à l'occasion et célébrée par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba. Il a invité les chrétiens à avoir une pleine confiance en Dieu. Benoît de Gofdal. 12 novembre 1972, 12 novembre 2022, cela fait exactement 50 ans, jour pour jour, que l'abbé Charles Kapende, soyant vous, dit Vieux Capsi, a été ordonné prêtre par Monseigneur François Onem. Et c'est en présence de l'abbé jubilaire et plusieurs personnalités du monde politique, religieux et culturel, parmi lesquels Maître Koko Kayoudi, que Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, évêque de Kengue, a célébré cette messe d'action de grâce marquant le jubilé d'or de l'abbé Charles Kapende. Dans son homélie, le pasteur de l'église locale de Kengue, Monseigneur Jean-Pierre Kwambamba, invite cette assemblée chrétienne à être des travailleurs ayant toujours confiance à Dieu, partant de la devise presbytérale de l'abbé Kapende avant de manifester sa joie. Merci au Seigneur de l'avoir appelé, donc d'abord du don de sacerdoce et qu'il ait pu exercer son ministère pendant 50 ans. Un prêtre qui nous a formés, non pas seulement sur le plan intellectuel, mais également sur le plan spirituel, un prêtre qui a formé tout l'homme. Et pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. A vraiment donné sa vie pour l'Église, pour que l'Évangile parviennent à tous les coins de notre diocèse. Cette messe d'action de grâce a été ponctuée des témoignages des anciens séminaristes de Katende, Kalonda et Saint-Cyprien. Notez que c'est par le baptême de cette œuvre du professeur Gabi Kwambamba en l'honneur de l'abbé Charles Kapende est suivi d'un sacré repas copieux que tout a été sanctionné dans une ambiance jubilaire. Un reportage plutôt de Benoît de Gofdal. Et en dehors de nos frontières, la France et la Grande-Bretagne ont signé ce lundi à Paris un accord de collaboration pour lutter contre les traversées clandestines de la Manche. La signature est intervenue entre les ministres de l'Intérieur des deux pays. Fifi Koutipon. C'est un accord dans lequel la Grande-Bretagne et la France s'engagent à lutter contre les traversées clandestines de la Manche. Un accord conclu ce lundi à Paris entre le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et son homologue britannique, Suella Braverman, dont les clauses prévoient que 72,2 millions d'euros doivent être versés à la France pour lui permettre d'accroître ses mécanismes de contrôle des plages où passent les migrants qui partent au Royaume-Uni. La France devra augmenter de 40% ses forces de sécurité, soit 350 policiers et gendarmes supplémentaires dans les réservistes sur les plages. Notez que l'accord est signé au lendemain de l'annonce par le ministre de la Défense britannique d'un nombre d'émigrants qui ont traversé la Manche depuis le début de l'année, élevé à plus de 40 000. Et voilà qui vient clôturer cette édition du journal. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Et bonne suite de programme sur nos antennes.